Continuons ensemble la série Par où commencer et aujourd'hui on s'attaque au jeu de placement de tuiles. Pendant cette vidéo, je vous en proposerai 3 de différentes catégories et vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, on continue notre série qui s'intitule Par où commencer. Des épisodes de vidéos normalement courts, là, sous la barre des 15 minutes, où on parle d'un mécanisme de jeu en particulier, mais où le but de la vidéo n'est pas tant d'expliquer ce mécanisme, plutôt que d'en donner au moins 3 suggestions dans différentes catégories. Alors aujourd'hui, on parle du placement de tuiles, mais on a déjà parlé par le passé du placement d'ouvriers, du deck building et des quelque chose et right. X and right. Les flip and right, les roll and right, etc. Alors, placement de tuiles. Bon, si on regarde un peu l'historique du placement de tuiles, je dirais que c'est difficile de mettre le doigt sur le premier vrai jeu de placement de tuiles, mais je dirais qu'il y a certainement des jeux qui ont occupé des places, des points tournants, vraiment, dans l'évolution du jeu de société. Je pense, entre autres, à Carcassonne, bien évidemment. Il y a aussi Caylus qui a un peu de ça. Mais ce qu'on remarque à travers le temps, c'est que le placement de tuiles a facilement été jumelé avec d'autres mécanismes de jeu. La gestion de ressources, la gestion d'une main de cartes, le deck building, le placement d'ouvriers, etc. Aujourd'hui, je dirais que oui, il en existe encore des jeux de placement de tuiles purs, c'est-à-dire où c'est le seul mécanisme, un peu comme Carcassonne en réalité, mais c'est plus rare, je dirais, bien qu'il en existe. Il faut dire que le mécanisme de placement de tuiles, là, à sa plus simple expression, c'est un jeu dans lequel on va être invité à placer des tuiles, souvent de carton, souvent de forme carrée ou rectangulaire, pour former quelque chose. Ça peut être un royaume, ça peut être une étendue de territoire, ça peut être n'importe quoi, bref, différentes choses. Et ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va devoir placer nos tuiles selon certains critères qui peuvent être très stricts dans certains jeux ou plutôt flexibles dans d'autres. Parfois, les types de terrain qu'on retrouve sur les tuiles doivent connecter ensemble, les routes doivent connecter pour être continues ou non, tout dépendant de ce que le jeu dicte comme règle. Parfois, les tuiles peuvent être remplacées par des hexagones, parfois même par des cartes. Alors, on va dans plusieurs directions et lorsqu'on place une tuile, ça peut être pour marquer des points de victoire, ça peut être pour activer des habiletés ou ça peut être pour, comme je le disais un peu plus tôt, prendre de l'expansion sur un territoire donné. Alors voilà ce qui fait un peu là, le tour de notre présentation rapide de ce mécanisme de jeu. Mais mon mandat aujourd'hui, c'est de vous donner 3 suggestions de jeux qui empruntent ce mécanisme, une suggestion de jeu familial qui est plutôt accessible à un peu n'importe qui, un jeu pour les joueurs expérimentés et mon coup de cœur personnel. Je commence avec la catégorie familiale, le jeu grand public. Alors, je peux pas passer à côté de la gamme des King Domino, évidemment. Alors, King Domino qui a remporté d'innombrables prix jusqu'à maintenant, mais qu'on retrouve aussi dans différentes éditions, dans différentes versions en réalité. C'est pourquoi je ne vais pas en mettre un de l'avant plus que l'autre, mais je vais quand même parler des 4 principaux, soit King Domino, Queen Domino, King Domino Origin et Dragomino, bien qu'il existe des extensions aussi. Je vais m'en tenir aux 4 jeux de base. Vous n'avez pas besoin de un pour jouer à l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont complètement indépendants. Et bon, King Domino, le jeu de base, le jeu de référence, le premier de la série, c'est un jeu qui est tout de même
plutôt accessible, je dirais, là, accessible facilement à partir de 7 ou 8 ans pour ce qui est de la compréhension des règles. Mes enfants, personnellement, ils jouaient à 5 ans, mais à cet âge-là, c'est plus difficile de faire des choix stratégiques et de comprendre ce qui rapporte vraiment le plus de points. Puisque parfois, mes enfants à 5 ans, ils vont aller chercher une tuile tout simplement parce qu'il y a un dragon de dessiné dessus et pas nécessairement parce qu'il a des couronnes dessus qui rapportent des points en fin de partie. Parfois, ils vont décider de faire plein de lacs plutôt d'en faire un très très grand avec plein de couronnes. Bref, on va devoir créer une espèce de royaume avec des tuiles qui vont avoir 2 types de territoires dessus, un peu comme le domino en fait, et on va essayer de juxtaposer des territoires identiques dans une grille fictive de 5 par 5, de 5 cases par 5 cases, ou 7 par 7 si on joue à 2 joueurs, et ultimement, pour faire des points en fin de partie, on devra avoir des couronnes sur ces tuiles, on va les multiplier par la taille du territoire, plus le territoire est vaste, et plus on a de couronnes dans ce territoire-là, plus on fera de points. Alors ça, c'est King Domino, le jeu de base. Et là, je vais vous parler des 3 autres titres. Je me suis quand même pris quelques notes sur mon ordinateur qui est en bas ici, parce que bien que j'y ai joué, il y a des éléments qui m'échappent une fois de temps en temps. Alors, je vous parle maintenant de Dragomino, qui est le plus simple de la série. C'est disponible, en fait pas disponible, c'est accessible vraiment là, à partir de 4 ans facilement. C'est possible d'y jouer, c'est possible de bien comprendre les règles, puis c'est même possible de gagner contre un adulte également. On n'a pas de grille fictive dans Dragomino, on va construire notre petit territoire un peu comme on veut. On va effectivement avoir le même principe pour aller récupérer nos tuiles sur lesquelles on va retrouver différents territoires et on va vouloir effectivement aussi essayer de connecter 2 territoires identiques, par exemple 2 forêts ensemble. Non pas pour faire des points en fin de partie, dans Dragomino, les points sont faits au fur et à mesure qu'on avance. Lorsqu'on juxtapose 2 terrains ensemble, on vient de découvrir un œuf de dragon. On va donc piocher un œuf du type de terrain qu'on a créé, qu'on a juxtaposé ensemble, un œuf de dragon de la forêt, et on va le retourner. Si on a une coquille vide, on ne marque pas de points, mais on devient premier joueur au prochain tour. Et si on a un dragon dans notre œuf, eh bien, on fait un point en fin de partie. On a déjà un point d'assuré. Je vous parle maintenant de King Domino Origin, qui est le plus récent. Je le mettrais un peu plus complexe quand même que le jeu de base. Et on va retrouver 3 modes de jeu dans King Domino Origin qui vont se présenter comme des modules cumulatifs. C'est-à-dire que je peux jouer au jeu de base avec le premier module, pas de problème. Mais si je veux jouer au 3e module, il faut obligatoirement que j'ajoute le premier, le 2e et le 3e. Alors, le mode de jeu 3 va être le plus complexe puisqu'il va intégrer les 2 autres modules. Ici, on va avoir donc le premier module qui s'appelle le module découverte, je pense, dans lequel on va intégrer des volcans. Sur certaines tuiles. Et lorsqu'on va ajouter un volcan à notre territoire, il va projeter des projectiles enflammés sur notre royaume et on va devoir placer justement des flammes sur certains territoires qui vont rapporter des points en fin de partie. Alors ça remplace les couronnes et ça donne la possibilité aux joueurs de déterminer un peu comme ils veulent, bien qu'on a certaines limites, quelles tuiles vont rapporter des points. On a ensuite le mode totem qui va ajouter des tuiles qui vont produire des ressources et qui vont avoir la possibilité de rapporter beaucoup de points en fin de partie. Mais attention, on a une petite interaction avec le premier module parce que si les volcans projettent des flammes autour, c'est possible qu'ils brûlent les réserves de ressources, ce qui n'est pas souhaitable du tout. Et on va avoir le 3e module, qui est le module de la tribu, qui va donner une nouvelle action aux joueurs, qui est celle de recruter un Cro-Magnon, un homme des cavernes, en payant des ressources qu'on a récupérées grâce au 2e module, et on va ajouter ce personnage-là sur notre grille. Il va pouvoir nous rapporter des points en fin de partie, ou des avantages. Et finalement, selon moi, du moins, le plus complexe de la série, c'est Queen Domino. En fait, on va retrouver le squelette entier
du jeu de base, de King Domino, dans la sélection de tuiles, comment on va les disposer sur notre grille fictive, de 5 par 5, ça, on va retrouver la même chose. Par contre, on va ajouter des éléments. On va ajouter des chantiers, des bâtiments, des soldats et des donjons. Les tuiles rouges, ce sont des chantiers qui vont nous permettre plus tard dans la partie de construire des bâtiments qui peuvent nous donner des points ou des avantages. On va ajouter des soldats également qui vont nous permettre de générer de l'argent pour aller acheter ces fameux bâtiments et les construire. Et on va avoir aussi des donjons qui vont nous permettre d'obtenir des avantages comme des rabais pour récupérer les tuiles ou, je crois, une couronne de plus en fin de partie qu'on peut décider où est-ce qu'on la dispose. Alors voilà pour ma suggestion de jeu familial. En fait, vous y allez avec votre contexte, du plus simple au plus complexe. Évidemment, puisque j'avais 4 jeux à traiter dans la catégorie familiale, les 2 prochaines présentations vont se faire un peu plus rondement, ce qui va probablement m'amener à dépasser la barre des 15 minutes, mais c'est pas grave. Vous aimez ça m'écouter, puis j'aime ça m'écouter parler aussi. Alors maintenant, on va dans la catégorie des jeux pour joueurs expérimentés. Et je peux pas passer à côté d'un de mes jeux préférés dans cette catégorie-là. Il s'agit de Glenmore 2 Chronicles. Alors, Glenmore est un jeu qui est sorti il y a déjà plusieurs années. Glenmore 2 est beaucoup plus récent et va ajouter quelque chose beaucoup plus récent. Je pense que j'ai dit intéressant. En fait, Glenmore 2 est beaucoup plus récent et va ajouter quelque chose de très intéressant, soit des chroniques. 8 modules également qu'on va pouvoir ajouter dans nos parties pour changer radicalement notre expérience de jeu. Glenmore 2, c'est un jeu dans lequel on va avoir une espèce de plateau au centre de la table avec des tuiles. Ce sont les tuiles qu'on va placer dans notre espace de jeu personnel pour construire notre petit royaume écossais. Et le mécanisme intéressant, la petite twist, c'est qu'on va avoir nos personnages qui vont être sur une espèce de piste d'opportunités sur lesquelles on va retrouver nos personnages et des tuiles. Et à notre tour, en fait, c'est pas nécessairement notre tour, à chaque début de tour, le joueur qui est le plus loin sur cette piste, au sens où le joueur qui est le plus derrière va pouvoir jouer. Il va prendre son jeton, son personnage, et va l'avancer du nombre de cases qu'il souhaite pour aller récupérer une tuile. Il pourrait faire un immense bond pour aller récupérer une tuile très très loin, pas de problème, ou faire plusieurs petits bonds pour récupérer plusieurs tuiles. N'oubliez pas, c'est le joueur le plus loin sur la piste qui va choisir laquelle des tuiles il va ajouter à son territoire. Et là, on a des tuiles qui vont représenter justement des bâtiments, des lacs, des forêts, qui vont nous permettre de récupérer plusieurs avantages, puisque lorsqu'on ajoute une tuile à notre territoire, une tuile de lieu, on va l'activer immédiatement et on va activer toutes les tuiles qui lui sont adjacentes. Donc, on a un potentiel d'activation de jusqu'à 9 tuiles, puisqu'on peut les activer dans l'ordre de notre choix. Et ces tuiles peuvent nous permettre de produire des ressources, les transformer en points, peuvent nous permettre de déplacer des petits Écossais, des petits personnages sur notre carte qu'on a ainsi créée, mais il est également possible de récupérer des tuiles qui représentent des personnages qui vont nous donner de l'influence, qui vont nous donner des avantages, des nouveaux pouvoirs ou des nouvelles actions disponibles ou une amélioration des actions qu'on avait déjà jusqu'à présent. Vraiment, vraiment un jeu génial avec les 8 modules qui ajoutent des éléments supplémentaires. On peut aller dans du très complexe, beaucoup de choses à prendre en considération. En plus, on a un aspect aussi de gestion de nos ressources, oui, personnelles, mais on a un marché au centre de la table où on peut vendre des ressources pour aller récupérer de l'argent, où on peut également acheter les ressources qui ont été vendues par les autres joueurs en payant de l'argent. Bref, c'est un jeu qui a une base, je dirais, plutôt simple, mais lorsqu'on commence à y jouer, ça peut devenir très, très, très complexe, surtout considérant qu'à la fin de la partie, le joueur qui va avoir le plus grand territoire va être pénalisé, va perdre des points. Alors, beaucoup, beaucoup de choses à prendre en considération dans Glenmore 2 Chronicles. J'enchaîne avec la dernière catégorie, mon coup de cœur.
Et un jeu de placement de tuiles qui a vraiment été un coup de cœur pour moi depuis longtemps, c'est Isle of Skye. Isle of Skye qui est selon moi le premier jeu de placement de tuiles qui a rejoint ma collection. En tout cas, un des premiers. Et je l'aime énormément. Et en plus, d'entrée de jeu, je vais le dire immédiatement, Isle of Skye est 15 fois, sinon plus, supérieur à Carcassonne. Il n'y a personne qui peut me convaincre du contraire. Du moins, jeu de base à jeu de base, Isle of Skye est nettement supérieur. On est ailleurs. Oui, on pourrait ajouter là, des extensions à Carcassonne, mais ça, m'intéresse pas. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, que Isle of Skye est nettement supérieur à Carcassonne, mais félicitations, vous avez raison. Et vous pouvez vous manifester dans les commentaires en écrivant hashtag Team Isle of Skye. Je ne veux pas voir de hashtag Team Carcassonne. Il n'y a personne de toute façon qui veut s'afficher comme étant quelqu'un qui a tort. Hein? Alors évidemment, je fais des blagues, mais Isle of Skye, je l'aime énormément ce jeu-là. On a des enchères. On a des choix à faire sur est-ce que j'achète les tuiles des autres, est-ce que je garde mon argent pour moi, si j'achète pas de tuiles à mon tour, peut-être que je vais me faire acheter mes 2 tuiles et que je pourrais pas en placer dans mon territoire. On a une partie où les enchères justement se font derrière un paravent, on s'est caché, on a des tuiles qui sont devant nous, on va secrètement en détruire une, on va ensuite miser l'argent que nous sommes prêts à dépenser pour garder ces tuiles-là si personne ne les achète, ou l'argent qui va être justement misé sur mes propres tuiles, ce sera le coût que les autres joueurs devront dépenser s'ils veulent m'acheter cette tuile-là. Alors ça, c'est vraiment génial de dire, bon, mais cette tuile-là, je sais que ce joueur-là la veut, je vais la mettre vraiment chère, je vais mettre 20 pièces d'argent dessus. Et là, l'autre joueur peut dire « Ah non, je ne l'achète pas, elle est trop chère. » Et là, à la fin du tour, je vais être contraint de payer mon 20 pièces pour garder la tuile et l'ajouter à mon territoire. Et là, on va vouloir agrandir notre territoire dans le but de, oui, faire de l'argent, parce que ça, c'est un petit pan que je vais aborder rapidement. Dans Isle of Skye, les routes n'ont pas besoin de communiquer ensemble. Les territoires, oui, par contre. Mais on va quand même être avantagé à faire communiquer les routes, puisque sur certaines routes, on va retrouver des barils de whisky. Et les barils de whisky, c'est ce qui va nous amener un revenu pour récupérer des pièces d'argent pour miser davantage. Et en plus, ça peut nous donner des points en fin de partie. Mais ce qu'on va vouloir, c'est aller chercher certains attraits particuliers dictés par les objectifs qui sont modulables d'une partie à l'autre. C'est-à-dire que sur le plateau central, on va avoir 4 emplacements. En début de partie, pendant la mise en place, on va piocher 4 tuiles objectifs qu'on va placer aléatoirement sur ces lieux. Et à la fin de la première manche, tout le monde sait que nous allons remporter les points relatifs à l'objectif A seulement. Donc l'objectif A, ça peut être le joueur qui a le plus de moutons fait 5 points, le deuxième joueur qui en a le plus fait 2 points. Alors on fait ça. On sait déjà que lors de la fin de la deuxième manche, ça va être l'objectif B. Mais on sait aussi qu'à la fin de la troisième manche, ce sera par exemple l'objectif A à nouveau et l'objectif C. À la fin de la quatrième manche, l'objectif B à nouveau et l'objectif D. Et là, on a des regroupements, des retranchements d'objectifs comme ça. On peut essayer de voir à long terme et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Les objectifs sont super variés aussi. Les enchères sont excitantes. Puis pour qu'un jeu d'enchères, avec du placement de tuiles évidemment, que je le caractérise d'excitant, là, pour moi qui n'ai pas un grand fan des enchères, c'est vraiment parce que c'est génial. Croyez-moi, c'est mon coup de cœur. Alors voilà pour ce qui était de ce 4e épisode de notre série Par où commencer qui parlait des jeux de placement de tuiles. Et vous, quelles seraient vos 3 suggestions de jeux de placement de tuiles dans les catégories familiales pour joueurs expérimentés et votre jeu coup de cœur qui emprunte ce mécanisme de jeu? J'ai hâte de vous lire. Si vous avez encore une fois bien apprécié cet épisode, laissez-moi un pouce vers le haut et si vous avez manqué les 3 précédents, eh bien vous pourrez aller faire une recherche rapide sur notre chaîne pour en faire le visionnement. Je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.